Bienvenue à Crime Tonic, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marie-Ève. Et moi, Nicolas. On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables. On se prend pas au sérieux et souvent, ça dérape. On part ça! Épisode 11, partie 1, dans les airs. Aujourd'hui, je vous parle de la vie mirobolante d'un pilote d'avion qui n'avait pas froid aux yeux. Et moi, je vous fais un spécial 3 pour 1 sur le champion de la semaine. Oh! Bonne écoute! Nicolas! Marie-Ève. Bon 11e épisode. On a franchi le cap des 10 épisodes. Yes, sir. C'est vraiment cool. On est bon, on est bon. On est bon. On lâche pas. Jamais. Beaucoup d'apprentissage dans ce premier bloc de 10 épisodes. Je sais pas de quoi tu parles. Vous avez pas vu ça, mais des épisodes qu'on a recommencé, qu'on a coupé, qu'on a rabouté. Qu'on a complètement annulé. Qu'on a complètement annulé. Qu'on a réenregistré 2 ou 3 fois. Oh mon Dieu, oui. 2 ou 3 fois. Le son est meilleur aussi. Je me suis fait dire que le son était meilleur. C'est pas parfait, mais c'est meilleur. C'est bon, ça. Oui, on est content. Mes tutoriels sur YouTube, ça a servi. Oui, ça a fait effet. C'est cool. Oui, c'est très cool. Donc, merci d'être encore avec nous. Si c'est votre premier épisode, bienvenue à Crime Tonic. Et si c'est votre 11e épisode, re-bienvenue à Crime Tonic. On est content de vous avoir avec nous. Donc, aujourd'hui... Excusez-moi, je ne suis pas supposée faire ça dans un micro. Aujourd'hui, épisode numéro 11, le thème « Dans les airs ». Donc, on est concept. Pour faire suite à « Dans la mer ». Oui, exactement. Là, on est très concept. On a fait « Dans la mer » et là, on fait « Dans les airs ». Et là, on a trouvé des super bons cas. Fait qu'encore là, on va le faire en 2 parties. Quand on trouve des cas plus complets, là... Tu t'es décidé à faire comme le résumé d'un livre. Oui, de la vie au complet d'un pilote d'avion. Parce que c'était trop intéressant. Je pouvais pas juste faire le crime dont il est accusé. Donc, j'y vais avec... Écoute, je pars avec son grand-père. Moi, je voulais mimer Catch Me If You Can. Ah! Mais je me suis dit, sur un podcast, ça sortira pas comme il faut. Faire du mime sur un podcast? Ben, écoute, j'ai fait d'autres choses. j'ai laissé faire. Pour le prochain épisode. Oui, pour le prochain. Pour le prochain. Parce que vu qu'on en fait un plus long, c'est ça, on le fait en 2 parties. On le fait en 2 parties. Qu'est-ce qu'on boit cette semaine? On boit du Seventh Heaven. Ça fait longtemps que j'ai découvert ça. Là. Leur gin est super bon. Puis là, ils ont sorti des prêts à boire. Puis à chaque fois que je passe à SAQ, s'il y en a, j'en prends. Là, c'est super bon. Oui. Fait qu'aujourd'hui, c'est sans alcool, gin tonic pamplemousse. De la compagnie Seven Heaven. Écoute, je vais te lire leur description sur le site web. Vas-y. Via un procédé à vapeur tiède, nous extrayons et préservons les huiles essentielles de 7 végétaux parmi les plus recherchés au monde. Les huiles végétales sont ensuite infusées délicatement dans l'alcool de base afin d'offrir des saveurs exceptionnelles à chaque gorgée. Mais c'est un poème. Si c'est pas fantastique. Moi, je les trouve juste bon, c'est correct. Ils ont 4 sortes de gin. Premium Dry Gin canadien, gin citron meilleur, je sais pas c'est quoi meilleur. Non, je sais pas. Et basilic tropical. Et un autre gin pamplemousse rose, gingembre et thym rouge. Ça a l'air super fabuleux. Oui. Tout ce que j'ai goûté à date, je pense que c'est le dry gin canadien. Oui, j'avais juste goûté le gin normal. Ouais. Ils ont 6 prêts à boire, un gin tonic straight, fraise sauvage et rhubarbe. OK. Urk. Ça, c'est sûr qui... Rhubarbe. Ça n'a rien contre Seventh Heaven. OK. La rhubarbe, c'est... Non, Nicolas n'aime pas la rhubarbe. Non. Il n'y a rien à faire. Non, tu Je m'habitue à genre la coriandre, mais la rhubarbe... C'est non. Non. Non seulement tu n'aimes pas la rhubarbe, tu ne comprends pas pourquoi c'est une option de peut-être mâcher de la rhubarbe. Tout à fait. Ça ou un pissenlit dans ma tête. Ça... Tu souhaites la mort de la rhubarbe. À peu près. À peu près. Ouais. Ah ouais, ça c'est... S'il y a une rhubarbe l'autre bord de la clôture, je vais sauter pour y péter la gueule.
On est rendu là. On est rendu là. Écoute, ils ont d'autres prêts à boire. Pamplemousse rose avec alcool. Bleuet canneberge, framboise, hibiscus et gimlet nordique. Puis ils ont 2 sans alcool, donc le pamplemousse qu'on a là, puis lime, gin tonic lime. Ben, c'est un bel éventail. Puis ils ont fait un nouveau produit, des Bloody Caesar. Un autre mais c'est une autre chose que... ouais, c'est moins pire, là, mais ça aussi, du jus de palourde, j'ai toujours trouvé ça un peu weird. C'est une autre chose que tu portes pas dans ton cœur. Mais je vais en acheter, puis on va y goûter. Bonne idée. OK? C'est bon. T'es-tu gang? On goûtera hors d'onde. Oui. Et on verra après si on en parle. Oui. Tu nous diras tes impressions. Ouais. Celui-là, en tout cas, il est super bon. Donc, la compagnie Seventh Heaven. Si vous voulez voir tout ce qu'on boit à travers les épisodes, il y a la pastille Drinks sur notre Instagram. Je vous réinvite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a notre groupe Facebook en privé, Crime Tonic Podcast. Vous faites une demande et on vous accepte. Et là-dessus, on met des petits insides par rapport à nos épisodes. Commence à avoir du fun, là. Ouais, c'est cool. Oui, on met des fois, on met des teasers sur ce qui s'en vient. Et c'est aussi là qu'on fait nos sondages pour le combat des crimes. Oui, qui s'en vient. Qui s'en vient. Non, en fait, au moment où on va vous faire jouer cette émission-là, ça va être terminé. Exactement, parce qu'on arrive juste un petit peu à l'avance, mais c'est là qu'on fait nos sondages pour les combats des crimes, entre autres. Vous pouvez nous écrire aussi pour nous proposer des sujets. On a quelques suggestions, c'était super gentil. On a un TikTok où est-ce que je mets des petites capsules concernant les cas. On met des extraits d'épisodes et on a un Instagram. Toutes nos sources sont aussi sur notre site web qui est crimetonic.com, tout en un mot. Oui, donc on part ça. Moi, j'ai hâte de t'entendre. Tu m'as dit dans l'intro 3 champions de la semaine. Ouais, 3 champions. Mais vas-y. En fait, je cherchais un peu des affaires qui étaient pas trop soit violents ou whatever, là, de champions pour l'aviation / whatever. Mm-hmm. Et j'ai trouvé 3 belles histoires qui se sont passées au mois de septembre. Oh! C'est pas ici, par contre, là, c'est principalement aux États-Unis. Parfait, je t'écoute. Et ça a des caractères un peu sexuels. Oh! Ouais. Ça a des caractères sexuels. OK, Il y en a des... Ouais. C'est sexy. Je peux-tu faire une musique? Boum, tchik, pow, Vas-y. OK, le premier, un dénommé Pierre Sawyer. OK? Pierre, lui, célébrait son 23e anniversaire. C'est un vendeur de chars. OK. Un jeune homme. Il partait en voyage à Ibiza pour faire le party pour sa fête. Eh mon Dieu, OK. En attendant l'avion, sûrement en se présentant 3 heures à l'avance comme tout bon citoyen, a fait la rencontre d'une jolie demoiselle à l'aéroport avant de partir. Durant le vol, les passagers entendaient certains bruits provenant de la cabine de toilette à l'arrière de l'appareil. Et finalement, je pense qu'il n'y avait plus de c'est sans équivoque, comme on dit, là, que c'était clairement quelqu'un qui fusionnait avec une autre personne. Il y avait beaucoup de plaisir. Ouais. Et juste en jokant comme ça, l'agent de bord, en fait, faisait comment, tu sais, j'aurais-tu ouvrir, tu sais, puis là, je pense qu'il était capable sûrement de débarrer la porte, là, il doit avoir une espèce de clé. Fait que là, le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti leur téléphone, tu sais, pour filmer ça. Fait que là, il a juste ouvert la porte bien rapidement, puis il y avait effectivement Pierre Sawyer avec une demoiselle dans la toilette. Il s'est empressé de refermer la porte. Et ça a fait un beau tollé sur Twitter. Ce qui est encore plus drôle là-dedans, ben, en fait, sur le site web, je vais mettre les sources. Puis c'est drôle parce qu'on voit la vidéo, là, tu vois vraiment le gars qui a comme les culottes baissées dans la toilette, dans la cabine. Ouais. Et ce qui est drôle, c'est que pas mal la même soirée, je dirais, même avant qu'ils atterrissent. Tu sais, avec l'Internet, ça va vite, hein? Oui. Le monde, on sacré ça sur Twitter, puis sur X, en fait, là, à cette heure, ça s'appelle. C'est plus Twitter. Ça s'appelle X. Sur X, et ça l'a passé à l'émission du soir
que sa maman écoutait à la maison. Ou ce que c'était, je pense, un genre de talk show là, avec des femmes là, qui parlent, les enfants dans même, ils sont comme puis là aujourd'hui il y a eu ça, genre qui a comme explosé sur Twitter. Puis elle a vu son fils avec une demoiselle. Ben non! Ouais, la police était là pour les accueillir quand ils sont arrivés à Ibiza, mais il n'y a pas d'arrestation. Mais oui, parce que t'as pas le droit de faire non, ça. c'est ça, c'est illégal. C'est illégal Ouais. de... Mais tu sais, c'est illégal. C'est ça. Il n'y a pas eu assez de mal, je suppose, pour que la police les arrête. Là. Ben, si tout le monde est consentant, la police doit y avoir fait un petit high five, là. Ouais, c'est ça. Il paraît qu'il faisait le walk of shame après, là, en retournant, mais avec un petit sourire aux lèvres, là, mais tu sais, avoir l'air genre, oh non, je me suis fait pogner. Fait que ça, c'est mon premier champion, Pierre Sawyer. Pierre Sawyer, le tombeur de ces dames. Oui. Il est quand même une bonne moyenne. Oui. Je sais pas. Il la connaissait pas avant. Non. Comment te dire? Je t'ai impressionné. Oh ouais, c'est ça. Je t'ai impressionné. Un bon bodin. Une bonne moyenne au bâton. On ne sait pas le reste du temps. Là. C'est peut-être le. Il a peut-être fait c'est ma fête, way down. On ne sait pas comment il a eu ça. C'est peut-être agenouillé en pleurant. Là, puis elle a fait OK, viens-t'en. Ah ouais, viens-t'en. OK, je t'ai impressionné pareil. Mon deuxième champion est un peu moins drôle, lui. OK. Il s'appelle Larry Martin. OK. Toi, t'as pas d'iPhone encore? Non. Hein? On va te Si convertir jamais bientôt. quelqu'un que ça nous tente de nous commanditer, là, j'ai pas d'iPhone. Un nouveau iPhone 15. Là. Ouais. Sur les iPhones ou les Mac, là, en général, il y a une fonction qui s'appelle AirDrop. AirDrop, ça te permet de partager des fichiers avec d'autres personnes. C'est juste comme à travers les ondes, là, entre deux appareils. Voyons donc que je me suis passé de ça durant toute ma vie. Ça existe depuis combien de temps? J'ai pas ça, moi. Ce qui est drôle avec AirDrop, ou moins drôle dans ce cas-ci, c'est que tu peux envoyer des affaires à tout le monde qui a un AirDrop. Dans ton iPhone, tu as une option, puis là, tu peux t'ouvrir, dans le fond, à être découvert par les autres, puis te faire pousser des fichiers. T'sais. Mais il faut que les autres... Faut que tu les acceptes. Ouais, c'est ça. Ouais. OK, il faut que les autres les acceptent. Ouais. Fait que Larry Martin, lui, il se trouvait un petit peu drôle, puis il décide d'envoyer une photo à tous les appareils. Pas une photo de ce que je pense? Ouais. Non. Ouais. C'est une photo de son... organe? Ouais. Non! Ouais, en fait, c'est une photo d'une femme qui faisait une fellation à ce qui est probablement lui. Son Zwiz. Qui a envoyé à tout le monde. Ben non! Ouais. Là, il y a quelqu'un qui a comme fait puis là, il l'a vu, tu sais, avec quelqu'un d'autre parce qu'il était avec son laptop dans l'avion. Il y a quelqu'un d'autre qui a vu que c'était lui qui était en train d'essayer de faire ça. Puis là, il a comme commencé à filmer, tu sais. C'est qui cette tata-là? C'est lui le pas propre. Ouais, c'est ça. Puis là, ils l'ont identifié. Puis là, ils ont comme chicané, tu sais. Oui. Parce que là, mais là, tu sais, t'es dans les airs, là. Fait que l'agente de bord paraît qu'elle a vraiment comme réprimandé, là. Il était assis, là, comme un enfant, puis il disait « Pourquoi t'as fait ça? » Puis là, il disait « Ben, pour le fun, je voulais juste m'amuser. » Puis là, il dit, l'agente de bord a fait « Ben, tu penses-tu que les autres, ça les amuse d'avoir des photos comme ça? » Puis là, il dit « Ben non. » Quel âge, on sait-tu? Ouais, c'est un vieil homme, là. Ah, c'est un monsieur? C'est un monsieur d'âge... Est-ce que là, Pierre, il avait 23 ans? Ouais, non, lui, il est pas loin d'avoir sa carte de l'âge d'or. Non! Ouais. Ben voyons donc, il y a bien pas de classe. Ça, un jeune, OK, t'es pas supposé faire ça. Mais tu sais, un jeune, tu te dis, il est épais, il est jeune, jeunesse se passe, tu sais, ça se fait pas, mon Dieu, tu sais, il va avoir une conséquence. Puis un monsieur! Ouais, puis ça, l'agente de bord qui les réprimande, tu peux le voir sur un vidéo TikTok, là, je vais mettre le lien aussi. Puis celui qui filmait la vidéo de l'agente qui le réprimandait, il fait comme c'est du harcèlement sexuel. Puis là, ben l'agente de bord a fait oui, c'est du harcèlement sexuel. Puis mais lui, quand ils sont atterris, le FBI sont venus le chercher. Ben oui! Puis il paraît qu'il a passé quelques jours à la prison de l'aéroport, là, le temps sûrement qu'il y ait des plaintes ou des affaires même qui soient déposées. Ben un crime qui est commis en zone internationale, en fait. Ouais. Parce que des fois, c'est ça qui arrive, hein? On sait pas exactement où est-ce que qui peut être accusé de quoi, en tout cas. Ouais. Je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais ça, c'est clairement un crime, là. Ça, oui. Parce que tu sais, Pierre a fait des choses de nature sexuelle, mais il s'est caché. Oui. Ça, là, c'est quand même dans un endroit public, oui, là, mais ouais. Oui, mais ça, c'est de la grossière ça, c'est indécence, complètement... Oui, c'est ça. C'est complètement partage
je sais pas c'est quoi le chef d'accusation, je m'en balance, ça se fait pas. C'est non, monsieur. C'est non, monsieur. Ça amuse pas personne. Marie-Ève a dit non. Elle est comme la jante de bord. Marie-Ève a dit non. Ouais. T'en veux-tu un dernier? Ah, vas-y. Il est pas plus drôle. OK, mais il y a plus pas d'allure? Va-tu être ouais, fâché? Encore, peut-être. Ça va-tu comme titiller ma fibre féministe? Oui. Ah ouais, vas-y. Et de maman. Oh! OK, vas-y. Ouais. OK. C'est un agent de bord, en fait, de la compagnie American Airlines, OK? C'est un vol entre Charlotte et Boston. Fait que c'est un vol interne aux États-Unis. Une petite famille avec leur enfant, leur fille de 14 ans, prennent l'avion de Charlotte vers Boston. Il y a un agent de bord qui voyait probablement que la fille voulait aller aux toilettes et lui a offert d'aller, parce qu'il voyageait en classe régulière. Oui. Puis l'agent de bord, voyant qu'elle voulait aller aux toilettes, tout ça, il a comme offert d'aller dans la toilette de la première classe. OK. C'est parce que sûrement que la toilette est occupée ou je sais pas trop. 14 ans, hein? Ouais, 14 ans. Ah, ça, c'est une âge maudite. Juste avant qu'elle rentre aux toilettes, l'agent a fait « Attends, je vais y aller, il faut juste que j'aille me laver les mains. » Fait que là, il est rentré aux toilettes, il a fermé la porte, il entend un peu de bruit, là, il ressort, puis il dit à la fille, il dit « Le siège de toilette est brisé, il va falloir que tu fasses un peu d'acrobatie pour faire pipi. » Fait que là, la fille, elle rentre, puis il y a un gros sticker marqué comme rouge, là, marqué broken seat là, sur le. Puis encore là, je vais mettre les liens sur le site web, là, puis tu peux aller voir, puis il y a les photos de ça, OK? Fait que là, la fille, elle trouve ça un petit peu bizarre, mais elle s'aperçoit qu'il y a collé en dessous des stickers un iPhone avec la caméra qui pointe comme par en haut, là, vers les fesses. Ouais. Vers les fesses si elle s'accroupit. Fait que l'article ne dit pas là, si elle a fait pipi, là, mais l'article dit que la fille, elle a pris une photo de ça avec son propre téléphone, puis après ça, elle est allée voir les parents. Puis là, dès que la fille est sortie de la toilette, le gars, il s'est empressé de rentrer dans la salle de bain encore pour comme enlever son téléphone de là. Attends, excuse-moi, c'était un agent de bord. C'est un agent de bord. Arc! Ouais. Je sais pas pourquoi, on dirait que ça fit pas, les agents de bord. Moi, j'ai toujours tellement gentil, puis tellement avenant, puis il faut tellement que tu mettes ta sécurité entre leurs mains, parce qu'ils font, tu sais, ils vont faire office de police dans les airs, d'infirmiers, de tout. Ils font tous les rôles. C'est un job là. de merde, honnêtement. Oui, c'est une job difficile, puis on dirait qu'ils peuvent carrément genre te sauver la vie, je sais pas. Puis là, savoir qu'un agent de bord fait ça. Ouais. Oh my God. Puis en tout cas, tu vois la photo, c'est vraiment mal camouflé. On dirait même que genre la lumière est allumée dessus. Je sais pas si c'est juste une question de quand elle a pris la photo avec le flash ou quoi, là. Mais en tout cas, fait que la famille sont en poursuite contre American Airlines. Ah ouais. Je vais le dire, trou de cul. Ouais. Mais il y avait un lien vers un autre article que j'ai lu rapidement, mais bon, si je fais des champions, là, faut genre. Ouais. Ça peut pas durer 1 heure, là. Il y avait une histoire semblable avec des pilotes qui avaient installé une caméra dans la toilette, puis qui filmaient tout le monde qui allait aux toilettes, puis qui regardait ça à la place de genre piloter l'avion. Ouais. Ben non! J'ai pas tout lu l'article, là. Faudrait que je check, voir. OK, mais là, garde ça pour une autre fois. Ouais. Parce que j'ai fait des recherches pour mes cas du champion de la semaine. Je veux juste te dire que ça implique aussi des pénis. Ah ouais? Bon. Écoute, hein? Écoute, il se passe plein d'affaires dans les airs. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, peu importe tout ce que tu regardes, tu finis par trouver des pénis. Des pénis. On devrait se faire des chandails. Crime tonique. Where's there's life, there's a penis. Exactement. On va se faire des chandails demain. Fait que là, on a Pierre qui est, tant qu'à moi, un joyeux luron qui vit sa jeunesse. Il appelle ça le Mile High Club, là. Ah ouais? Ouais. Quand tu baises dans un avion, là, tu rejoins le Mile High Club, comme genre le club de ceux qui l'ont fait à 1 000 en hauteur. Est-ce que tu fais partie du Mile High Club? Moi non plus. Non. Mon ami chaque fois qu'on va dans le sud, c'est avec notre fille. On peut pas aller dans les toilettes. Ce sera pas long. Ce sera pas long, papa et maman, ils ont bébé dans la vie. Faut faire sortir avec se faire tirer par l'oreille, par l'agent de bord après. Écoute ça, là.
Tu sais, un couple fait sa petite affaire dans les toilettes pendant que sa fille est sur TikTok dans rangée 8. Dans le Journal de Montréal, il y a juste la fille avec la main dans la face. Le fait, c'est que notre fille, elle serait crampée. Ah ouais. Pour vrai, elle trouverait ça niaiseux, mais en tout cas. Je le ferai pas pareil. Ben non! My God, jamais en 100 ans. Je ne veux pas faire partie du Mile High Club. Non, je suis trop pissou. Là. Larry est un tata. Larry, c'est un gros dégueulasse. Un gros dégueulasse qui veut que tout le monde voit son Zwiz. Ouais. Mais le monsieur agent de bord pédophile, tu sais, c'est carrément ça. Ben là. oui, clairement. C'est une petite fille de 14 ans. Il l'a spoté, puis il a fait comme il est temps dans la toilette en avant. La toilette spéciale que j'ai arrangée, écoute. Tu verras la photo, je te la montrerai, là, c'est broche à foin en plus. Là. Je veux dire, c'est pas un professionnel là, qui a fait ça. Là. Ben tant mieux si la petite fille est allumée. Oui, tant mieux. Qu'elle ait fait pipi ou non, qu'elle ait pris la photo, ouais. puis qu'elle ait averti comme quelqu'un. Preuve, bravo, ouais. Puis il disait même, c'est ça, que avec la photo qu'elle a pris, ben là, ils sont capables de voir que c'est le même genre, c'est le même téléphone que le gars y a là, dans ses mains. Oh, quel pas fin. J'espère qu'il va y avoir des grosses conséquences. J'espère. Oh my God. OK, on va mettre ça où, toutes ces images-là? C'est super cool. Ben, je vais mettre les liens sur le site Crime Tonic. Le site Crime Tonic. Puis je veux les mettre aussi sur notre groupe privé. Ouais, OK. OK, comme ça, on va les avoir toutes à la même place quand l'épisode va sortir. OK. C'est à ton tour. C'est à mon tour. Je te parle aujourd'hui de la vie mirobolante du pilote québécois Raymond Boulanger. C'est qui ça, Raymond Boulanger? Écoute, Raymond Boulanger, c'est un Rimouskois okay. qui a marqué l'histoire criminelle du Québec, surtout en 92. Il est connu pour le fameux crime, je t'en dirai plus tard, qu'il a fait en 92. C'est là qu'il a été arrêté. C'est un vol d'avion digne d'un film d'Hollywood. Honnêtement, il pourrait avoir un film sur juste ce vol d'avion-là. Mais il a volé un avion? Non, c'est un vol. OK, un vol en avion. Ouais, un vol en avion qu'il a fait en 92. OK. C'est pas un vol d'avion, c'est un vol en avion. Non, c'est exactement. Oui, tout à fait. Donc, il a piloté un avion en 92. Cette histoire est incroyable. Mais en cherchant davantage sur cet événement, j'en ai appris beaucoup sur l'homme, sur sa vie. Puis c'est vraiment loin d'être banal. Ah ouais. Écoute, à côté de ça, ma vie est plate, rare. J'étais vraiment impressionnée. Donc, il y a beaucoup d'informations de cet épisode qui provient du livre Raymond Boulanger, le pilote mercenaire, du journaliste Daniel Renaud, qui est paru aux éditions La Presse en 2013, donc c'est pas jeune. Donc, c'est un livre super détaillé, très intéressant, je vous le suggère, il est bien fait, vraiment, c'est super intéressant. Naturellement, je peux pas tout mettre dans mon cas, il me manque des grands pans, mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, le goût de l'adrénaline, chez les boulangers, ça se transmet de père en fils. Okay? Moi, je commence par Auguste Boulanger, qui est le grand-père de Raymond Boulanger. Okay? Lui, il aurait fait fortune en participant à la ruée vers l'or au Yukon à la fin du 19e siècle. Ouais, lui non plus, il avait pas une vie plate. Là. Non. Et en plus, le prêtre du village aurait fait un pacte avec lui. Il lui donnerait la grande maison blanche sur le terrain adjacent à l'église s'il mariait sa servante. Ah ouais. Moi, j'aurais été insultée. Être la servante ou être le bonhomme? La servante. Ouais, mais tu sais, il veut te marier, mais j'y ai promis une maison. Mais pourquoi? Ben parce qu'elle était super dévote. Elle était à son service, puis il voulait la marier. OK. Ouais, puis elle, je suppose qu'elle voulait se marier. C'est un cadeau. C'était une vieille fille. Puis ouais, il a dit, écoute, c'est une bonne fille. Si t'as marié, je te donne la maison. Et puis j'ai vu la maison. Grosse maison. Ouais, pour le temps, là. Ouais, c'est comme un genre de méga maison vraiment belle. Fait qu'il a accepté. Fait que... Ah ouais, il faut d'une poche. Écoute, hein? Qui prend femme par la maison. De toute façon, ça impliquait pas grand-chose. C'était quasiment un bonus, se marier dans le temps. Là, t'avais ton linge t'a lavé, ta maison était propre, ton repas était prêt. Oui, c'est pas comme maintenant. Non, à cette heure, tu nous en parler? Faut t'entretiennes ça à cette heure. Veux-tu nous parler de ta vie misérable, que ton repas est pas fait, que ton linge... Faut t'enregistrer des podcasts. Faut que tu ravives la flamme.
Faut que tu réserves au des restaurant. recherches de champion de la semaine. Oui, c'est ça. Faut que tu réserves au restaurant Pas pour drôle. sa fête. C'est tellement compliqué. Fait que, oui. Donc, Auguste, le grand-papa, Ouais. accepte. Et en 1922, naît de leur union Wilfrid Joseph Boulanger. Wilfrid, même chose. Le goût du risque. Dans les Marier veines. une servante. Non. Non? Il s'engage dans la Deuxième Guerre mondiale et partira se battre... dans la Deuxième Guerre mondiale et partira se battre en Europe. OK. Son régiment sera basé en Écosse où il fera la rencontre d'une femme qui est nommée Jean Rennie Christian, qui travaillait sur un chantier de pièces de bateaux et de véhicules militaires. Le couple se marie rapidement, mais Wilfrid doit repartir en guerre. Donc, Jean, elle profite de l'absence de Wilfrid pour déménager au Québec parce qu'elle était pas au Québec, elle est en Europe. Elle est accueillie par son grand-père Auguste là, et sûrement la Dans servante. une grande maison. Dans une grande maison blanche et sûrement la servante devenue sa femme. Ouais, c'est ça. Donc, son mari Wilfrid reste 3 ans à la guerre. Ils se sont mariés, il est resté 3 ans à la guerre et il revient finalement. Donc, c'est très différent. As-tu eu 2-3 enfants pendant ce temps-là? Oui, ben pas pendant ce temps-là, OK. mais oui, elle a eu des enfants. J'en ai profité de la guerre de faire des enfants. Oui, c'est ça, j'avais rien à faire. Ouais. Je t'ai fait des petits. Au moins, il est revenu, écoute. Il est revenu. Ça devait être tough déménager dans ce temps-là. Hein? Tu sais, tu pars de l'Écosse. Tu sais, le monde qui partait pour la guerre, je veux dire, t'es encadré par l'armée. Là, je veux dire, il doit y avoir des beaux vaisseaux pour te transférer ou des avions. Là, partir en 1940. Là. Ouais, dans ce temps-là. Oui, La première guerre? Non, t'as raison. Deuxième? Ils se sont... il est né en 22, mais OK. oui, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale. Fait que oui, 43, 44. Là. Oui. Écoute, ça devait être tough de traverser l'océan par amour. Tu veux pas livrer tes meubles par FedEx? Non, mais t'imagines la fille, là, elle s'est mariée, puis après ça, elle a pris le bateau pour l'attendre durant 3 ans avec son beau-père, sa belle-mère, qu'elle a jamais vue. Elle était quand même mieux ici qu'en Europe, là. Peut-être. Oui, mais s'il y avait la guerre, oui. Ouais. Oui, effectivement. C'est pas mal toute l'Europe, là. Oui. Puis j'ai écrit dans mon script, très différent d'aujourd'hui où on swipe à gauche pour moins que ça. T'es sur la Rive-Sud, fuck off. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Je traverse pas un pont ici. Oui, 5 pieds 7, non. Ça n'a pas de sens. Elle l'a marié, il est parti à la guerre, elle a dit c'est pas grave, je t'attends. Ouais. Quand Wilfrid revient au Québec, tout n'est pas rose parce qu'il a marié une protestante, hein? Parce que Jean est protestante, puis sa famille est fortement catholique, elle n'approuve pas. Donc, ils ont une maison de l'église. Oui, fortement catholique. Le couple déménage à Sacré-Cœur, en banlieue de Rimouski, et font des bébés. OK. Parce que, Tu fais ça quand t'es protestant, tu fais des bébés. Ben, quand t'es catholique aussi, là, oui. T'as pas le choix. Leur deuxième fils voit le jour le 17 février 48 et il s'appelle, j'y arrive, John Raymond Boulanger et c'est lui qui nous intéresse avec sa vie remplie d'aventures. Yeah. La famille s'installe éventuellement à Montjoly. Lorsque Wilfrid le patriarche s'y trouve un bon emploi de comptable pour une fonderie dans ce coin-là, Montjoly est déterminant dans le désir de Raymond de devenir pilote d'avion parce ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est en pleine guerre froide. Ouais. OK? À ce moment-là. Et le gouvernement construit des lignes de radar DEW, donc D-E-W, qui est Distant Early Warning. Donc, c'est des lignes qui sont constituées d'une multitude de tours de communication que les travailleurs construisent, qui va servir à repérer rapidement une invasion russe. Oui, parce que, comme disait Sarah Palin, elle pouvait voir la Russie de son chalet là, en Alaska. Me semble. Ouais. Fait que, il avait fait une grosse défensive dans le nord du Canada et tout ça pour détecter. Surtout, je pense qu'il avait peur surtout des missiles aussi. Parce qu'il commençait à avoir des missiles à longue portée. Fait que là, tu peux être chez vous, mettons en Russie, puis t'en lancer des missiles, puis ça se rend jusqu'aux États-Unis. T'as même pas besoin de déplacer des soldats. Oui, ben c'est ça. Ben ça servait à ça. Donc, c'est vraiment pour servir. C'est comme un chapelet de tours de communication. Puis il y en a comme 2, 3 grosses qui font tout le nord du Québec. OK.
Donc, la région de Montjoly est donc envahie par les travailleurs étrangers qui passent par l'aéroport de Montjoly, qui est le point de départ vers les chantiers importants. Et la région est constamment bercée des bruits des moteurs parce que tout part de Montjoly. Les bruits des moteurs qui amènent et ramènent des travailleurs étrangers, des mécanos, des opérateurs radio et des pilotes. Et il y a un des pilotes mercenaires qui est nommé Jack Goucher, qui est un homme de la Floride, un peu vulgaire, qui est locataire chez les boulangers. Et le petit Raymond a 5 ans. Et là, son locataire, là, qui est Jack, un peu vulgaire, tu sais. Lui, pour lui, c'est un héros, là. Tu sais, il pilote des avions. Puis c'est vraiment son point de départ de son désir de vivre une vie d'aventure, comme Jack, son locataire. Aussi, l'école anglaise est rapidement à pleine capacité parce que Jean, elle, veut que ses enfants soient éduqués en anglais. En tant que protestante, maman anglophone. Donc, l'école anglaise à Montjoly. Ouais, non, c'est ça, c'est pas... Pas facile. Ouais. Avec tous les enfants des travailleurs étrangers. Donc, elle est rapidement à pleine capacité. Donc, Jean, sa mère, aide à l'inauguration d'un pavillon d'éducation anglophone directement sur le terrain de l'aéroport. Fait que les enfants, dont plusieurs filles et fils de pilotes, passent leur temps à deviner les sortes d'avions par le bruit des moteurs, à traîner sur les pistes d'atterrissage. Écoute, ils jouent à cache-cache. Tu sais, ils sont vraiment... Ils baignent là-dedans. Oui, ben, il paraît entre les hangars puis les avions qui roulent, ça n'a pas de sens. Donc, même il y a le père à Raymond aussi qui commence à voler, puis le petit Raymond vient avec lui des fois. Tant qu'à être comme dans une place qui a plein d'avions, plein d'aéroports, il apprend. Je suppose que dans ce temps-là, c'était comme moins compliqué là, avoir ça devait, là. Ta licence de pilote. Fait que donc le petit Raymond l'accompagne parfois. Le petit Raymond est si passionné par l'aviation qu'il s'inscrit chez les cadets de l'air, mais en Écosse. Dans la maison, le pays de sa maman. Donc, il fait son éducation en Écosse dans la famille de sa maman, parce que de toute façon, rendu au secondaire, il n'y a plus d'école anglophone. Fait que sa mère a fait, bon, ben tu vas aller faire les cadets de l'air en Écosse dans ma famille. En 64, toute la famille déménage à Anjou, Montréal, quand le patriarche, Wilfrid, obtient un emploi à la compagnie de transport Clark et Raymond veut être pilote et il revient de l'Écosse. Et à Montréal, tout est possible. Beaucoup plus qu'à Montjoly. Donc, et là commence sa carrière-ish de pilote. Il veut devenir pilote. À 16 ans, il se fait embaucher par Québécois, qui est la défunte compagnie d'aviation québécoise qui n'existe plus aujourd'hui. Ils faisaient quoi, eux autres, du transport de personnes? Oui, ça n'a pas duré tant longtemps, mais il en parlait dans le livre, dans un souci d'avoir le plus de compagnies québécoises possible. Là, ils ont fondé Québécois pour vraiment avoir un transporteur québécois. Comme parapublic, là, je sais pas trop. Là. Oui, c'est ça. J'ai pas exactement les détails, là, mais oui, c'était Québécois. Fait qu'il se fait embaucher là. Bon, officiellement, il faut avoir 20 ans. Mais Raymond teint sa moustache pour se vieillir. Il est envoyé à Wabush, à la limite du Labrador, pour rapporter les conditions météorologiques de nuit. Donc, c'est un travail de merde. Là. C'est long, c'est plate, mais c'est payant, par exemple. Puis, tu sors vraiment dehors, tu regardes, y a-tu des nuages, y a-tu du vent? Il fait ça en avion, non? Non. Ben non, il y a 16 ans. À date, c'est juste ça, sa job. Je pensais qu'il pilotait, justement. Non. Pour aller chercher des informations. C'est son but, mais là, à date, tout ce qu'il fait, c'est rapporter des conditions météorologiques chez Québécois. Fait que lui, pour lui, il s'approche de son but pour Québécois. Il devait même pas avoir de météo, parce que le gouvernement a ça, là. Maintenant? Ouais, c'est ça. Dans le temps, peut-être pas. C'est ça qu'il dit. Il dit maintenant, il dit tout des ordinateurs, mais il dit dans le temps, aussi. il te fallait deux gars. Puis non, hein, parce que j'ai entendu ça. Il y a du monde que leur job, c'est à tous les matins de sortir de chez eux, de lancer un ballon météo. Là. Puis après ça, les ordinateurs, ils captent les informations. Mais tous les matins, il y a genre, je sais pas combien de personnes à travers le monde entier qui lancent des ballons en même temps. Peut-être pas en même temps, là, mais genre à la même heure le matin, là, en séquence. Pour avoir les informations météo. Ah, ben là, écoute, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il fallait exactement qu'il sache
à l'aéroport de Wabush. Ouais, c'est ça. Il faisait combien à quelle heure? Ouais. Fait qu'il sortait comme... Il était 2, là. Il se relayait. Il se relayait. Puis c'était ça sa job. Ah ouais. Non, mais c'est normal. Hein. Si tu fais un voyage vers cet aéroport-là, ben t'as besoin des conditions météo. Ouais, exactement. Puis en plus, lui, ce qui le faisait triper, c'est que des fois, il fallait échanger avec les pilotes par radio pour communiquer les plans de vol, les choses comme ça. Fait que lui, il faisait ça aussi. Fait qu'il trouvait ça, tu sais, il trouvait qu'il touchait un peu à son rêve. Il avait 16 ans, c'était un kid. C'est à ce moment-là qu'il rencontre un ingénieur qui possède son propre avion. Puis son avion qui traîne souvent à l'aéroport de Wabush, qui est Wayne Tuck. Donc, c'est lui qui laissera Raymond piloter en duo avec lui pour la première fois. OK. Alors, tu sais, Raymond, il capote. Là. Ouais. Le monsieur, il était pas nerveux. Ouais, ben en même temps, il doit pas avoir fait grand-chose. Là. Non, c'est ça. C'est comme juste... quand tu laisses ton kid de conduire ton char. Là, c'est ça. sur tes genoux. Ouais, mon père faisait ça sur un gros pick-up. Là. J'étais assis sur ses genoux, tu sais, c'est trippant. Là. Donc, lui aussi, ça a été quelqu'un de vraiment marquant dans sa vie. Puis, en parallèle, Raymond suit officiellement des cours de pilotage au chic Aero Club de Wabush, Labrador City. Donc, ses instructeurs voient déjà qu'il y a de l'expérience. Il se demande un peu pourquoi, mais il y a déjà de l'expérience. Fait qu'il fait sa formation un petit peu en accéléré. Puis, ce que Raymond veut, c'est obtenir sa licence de vol privé. Et pour ce faire, il revient à Montréal. Il s'inscrit donc à l'école de pilotage Wang Del, qui est un fabuleux nom obtenu parce que les deux propriétaires s'appellent Wang et Delaki. Fait que l'école s'appelle Wang Del. Donc, c'est sur le terrain de l'aéroport de Cartierville parce que au coin des boulevards Marcel-Lorrain et Henri Bourassa, il y avait un aéroport. Ah ouais? Oui, l'aéroport de Cartierville qui a été aménagé avant la Première Guerre mondiale et qui a été fermé en 68. Donc, où est-ce qu'il y a la grosse usine de Bombardier là, et tout? C'était un aéroport. Il obtient sa licence de pilotage privé en 65 et sa licence commerciale un petit peu après. Puis c'est à l'école aussi qu'il va rencontrer sa femme Louise. Et là, je vais y aller avec sa femme Louise, mais je vais pas te faire nécessairement la nomenclature de toutes les femmes qui sont passées dans la vie de Raymond. C'est ça. Il a pas fait comme son grand-père. Non, il n'a pas marié une servante de catholique. Donc, c'est un homme à femme. Si vous voulez plus de détails, allez voir dans le livre « Une n'attend pas l'autre ». OK. Donc, mais il rencontre sa femme Louise. Raymond aime les sensations fortes. Par exemple, ce qu'il adore faire, c'est qu'il s'amuse à faire des rase-mottes au-dessus des terrains de camping à l'heure du déjeuner, juste pour le fun, avec sa femme. Elle aussi, elle trouve ça bien trippant. Juste pour voir les campeurs sortir des roulottes en bobette, complètement paniqués. Pensant qu'il y a un avion qui s'en vient crasher. Ouais, il faisait ça que pour le plaisir. Wow. Naturellement, c'est illégal. Ben oui. Et ça le fait rire. Et sa femme aussi. Et c'est elle qui racontait ça. Ben, son ex-femme, puis elle racontait ça, elle dit, on faisait ça juste pour le fun. Rase-motte au-dessus des terrains de camping. C'était hilarant. Ouais. Il aime ça. À cette époque, il est aussi victime d'un grave accident d'avion lors d'un vol d'essai avec un ami. Un vol qui doit juste durer une quinzaine de minutes, mais qui s'écrase à la fin du décollage. Écoute ça. Raymond Boulanger est éjecté de l'avion et retombe sur le sol, sérieusement blessé. Il a des fractures ouvertes aux jambes. Il arrache la mousse des banquettes de l'avion pour en faire des orthèses improvisées. Je sais pas comment il a fait ça. Moi, de la mousse. Mais là, c'était au décollage. Ça devait pas être comme dans le milieu de la brousse, là. Non, c'était, je pense que c'était à l'aéroport de Cartierville, si je me trompe pas. Non, excuse-moi, à l'aéroport de Sainte-Thérèse. Puis il a crashé sur la rive nord, je pense à Boisbriand. Okay. Il a crashé tout de suite après avoir décollé. À ce temps-là, ça devait pas être super développé. Ouais. Exactement. Fait qu'il était dans la forêt quand même. C'est ça. Il y a pas personne qui allait venir le chercher rapidement. Non, exactement. Donc, il s'est fait des orthèses avec la mousse des banquettes. Il s'est traîné sur 1000 mètres jusqu'au bord de l'autoroute, puis là, il s'est évanoui. Il est retrouvé 6 heures plus tard. Puis il n'y a personne qui savait qu'il y avait eu un crash.
Il y a juste sa femme qui l'avait vu décoller, qui l'avait pas vu crasher. Mais elle l'a vu décoller, qu'elle a commencé à s'inquiéter parce qu'il était pas revenu. T'es supposé d'en revenir en 15 minutes. Hein? Ouais, puis là, c'est ça. Et ça faisait un petit bout, mais donc, elle a eu le temps d'alerter les autorités. Mais Raymond est transporté à l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme et c'est là qu'il se réveillera 5 jours plus tard. Puis il restera à l'hôpital et son copilote est décédé. Ah ouais, OK. Oui, il a eu vraiment, vraiment, vraiment de la chance. Wow. Donc, après sa convalescence, il voudra retourner travailler à l'école Donwell, qui est déménagée entre-temps à l'aéroport de Saint-Hubert. Wongdale. Non, ah oui, c'était Wongdale. Oui, c'est ça, Donwell. C'est Wongdale. Excuse-moi. Oui, Wongdale. Donc, maintenant, on est rendu à Saint-Hubert parce que Cartierville est fermé, l'aéroport de Cartierville. Fait qu'il s'en va à Saint-Hubert. Mais, considérant qu'il ne gagne pas assez bien sa vie, il s'improvisera instructeur en louant un bimoteur. Donc, il loue un bimoteur et il y a un contact au ministère des Transports. Il y a des dizaines d'élèves qui reçoivent leur licence de pilote après moins de 10 heures de vol. Wow! Ouais, lui, il donnait c'est des n'importe diplômes. Oh, oui. Les écoles autour étaient enragées parce qu'ils volaient des clients. Puis c'était une formation cheap. Puis les élèves avaient tout de même un diplôme. Après 10 heures de vol. Mais c'est ça, si tu réussis à vendre un cours, genre je sais pas combien, puis c'est juste 10 heures, puis là, whoop, t'en payes un autre, puis whoop, t'en payes un autre. Oui, c'est capoté. Tu fais catching bien plus rapidement que si tu fais genre 360 heures de vol accompagné. Exact. C'est là, malade. tu vas voir, il va avoir une petite escalade dans ses magouilles. Là, au début, il passe au-dessus des terrains de camping. Des gens à bobettes. Là, whoop, il goroche des diplômes, des licences. Des licences de pilote. Pas juste un diplôme, là, ça donne le droit de piloter après. Oui, ben c'est ça, là. Fait que là, tu vas voir, on va monter. Son mariage avec Louise prend fin. Raymond enchaîne les contrats. Donc, à ce moment-là, il se lance aussi dans l'achat et la revente d'avions et l'achat et la revente de pièces d'avion. Okay. Donc, non seulement c'est un excellent pilote, il a quand même beaucoup d'expérience. Ben, il commence à avoir de l'expérience, mais il fait ça depuis qu'il est très jeune, puis ça le passionne depuis qu'il est très jeune. Mais il connaît les avions et l'achat et la revente de pièces d'avion, ça va être très important dans sa vie. Il va garder des entreprises dans ce domaine-là toute sa vie, puis ça va l'aider à se faire des contacts tout le temps. Puis il possède plusieurs entrepôts légitimes dans ce domaine-là. À la fin des années 60, Raymond Boulanger rencontre Peter Knox. Donc, Peter Knox est un Texan qui est pilote et acteur de cinéma américain et l'acteur a un travail de copilote à lui offrir. Il cherche quelqu'un pour piloter un avion DC-3 du Texas à Monterrey, au Mexique. Une fois l'avion atterri, les Mexicains le bourront de marijuana et l'avion retournera décharger sa marchandise sur un ranch de Brownsburg. Wow. Donc, Raymond accepte. Ça va commencer à faire du cash. Oui, Raymond accepte. Donc, une petite coche de plus, un chargement de marijuana. Une petite coche de plus, une méchante coche de plus. Là. Si tu te fais pogner, là, c'est genre de la prison pendant 20 ans. Aux États-Unis en plus ou au Mexique. Là. Oui, aux États-Unis ou au Mexique. Au Mexique, c'est pire. Oui. Donc, il accepte pour un chargement de marijuana. Il accepte de faire quelques allers-retours avec Peter Knox durant cet été-là. Il est payé entre 25 et 30 000 du voyage. Oui, c'est très, très bien payé. Et c'est officiellement la première fois qu'il fait du transport de stupéfiants. Il dit qu'une fois que dans ses balades, je pense qu'il testait un avion, il y a quelqu'un qui l'avait remercié avec un sac de potes, mais il fume même pas de potes. Il avait comme donné à son mécano qui était fou comme la merde. Il était super content. Il dit cette fois-là, c'est comme la première fois que j'ai transporté de la drogue, mais il dit, tu sais, après ça, c'est rapidement devenu des cargaisons. Ouais. Donc, à ce stade-là, Raymond n'a que 26 ans. Il a la bougeotte, donc il possède un emploi légitime. Donc, il fait le transport de touristes en Martinique à Sainte-Lucie. Okay. Tu vas voir, il va se promener beaucoup durant sa vie. C'est pas super loin, hein? Je sais pas.
Mais... Je veux pas dire n'importe quoi, là, mais c'est vraiment pas loin, me semble. En tout cas, ça se fait avec un petit avion. Hein. Ben écoute, il fait transport de touristes en Martinique, Sainte-Lucie, Grenade et Trinidad et Tobago. Ah, c'est ça. Ouais, ben c'est tout dans les Caraïbes. Tout dans les Caraïbes. Donc, pour les compagnies Air Calypso et plus tard Tropic Air, des petites compagnies. D'un autre côté, Raymond a des contacts avec des amis pilotes qui sont revenus de la guerre du Vietnam. Puis, j'ai appris que les pilotes qui étaient revenus de la guerre du Vietnam sont considérés vraiment comme des perdants par les États-Unis. Ah ouais? Ouais. Donc, il disait que ces gens-là qui revenaient de la guerre du Vietnam avaient beaucoup de difficultés à se trouver un emploi. Ben voyons donc. Oui, donc ils étaient amochés, naturellement. Et il y en a beaucoup qui sont tombés dans le transport de marchandises illégales. Ouais. Parce que, c'est ça qu'il disait, il était Ben, il y avait une méchante demande aussi là, dans ces années-là. Oui, oui, vraiment. Il y a ça aussi, là, puis ouais, ça devait être facile. Mais effectivement, là, tu sais, c'est ton seul talent là, qui te reste, là, peut-être. Là. Oui, puis ces gens-là avaient, tu sais, amochés, il y avait des PTSD, tu sais, ils étaient peut-être aussi pas tant employables. Ouais, non, c'est ça. Tu reviens de la guerre, dans ce temps-là, il n'y avait pas un psychologue qui te suivait voir comment tu filais dans ton cœur. Ouais. Puis aussi, tu sais, c'est ça, c'est casse-cou à maudit. 2, c'est super dangereux de te faire pogner. Ouais. Puis 3, je veux dire, moi, je le ferais pas, là, pogner un avion, arriver sur une espèce d'aéroport, genre à Manché, là, dans un champ au Mexique, Ouais. où ce que t'as genre 80 personnes avec des AK-47 qui t'accueillent. Tu parles pas la langue. Faut avoir ici. des couilles, là. Ça prend des méchantes couilles, là, ou genre, tu t'en fous de crever, là, Oui, rendu là. exactement, oui. Puis il y a une question de survie aussi, là. Il faut... Je sais pas à quel point ces gens-là avaient du support financier en revenant de la guerre du Vietnam. Probablement pas grand-chose. Ben, c'est ça. Fait que si t'es pas employé, il faut que tu manges, là. Fait que c'est une façon de faire de l'argent aussi. Ah, mais je savais pas qu'ils étaient perçus comme des losers par le peuple, là, par les citoyens. Ouais, par les citoyens. Ah, pourtant, aux États-Unis, là, les vétérans, c'est tellement... C'est drôle ça, je me suis dit. Ouais. J'étais vraiment surprise de cette information-là, mais c'est ça qu'il disait. Mais il y avait un gros mouvement contre la guerre du Vietnam aussi, là. Ben, c'est ça qu'il disait dans le livre, que ces gens-là étaient comme considérés comme des parias, des perdants, puis qu'ils n'arrivaient pas à se trouver d'emploi, puis qu'à cause de ça, il y en a beaucoup des pilotes du Vietnam qui se sont tournés vers le transport illégal. Ouais, c'est vraiment pas drôle. Raymond, il n'a pas fait le Vietnam, mais gonfle les rangs de ces transporteurs de stupéfiants-là pour arrondir ses fins de mois. La vie le ramène au Québec où il se remarie à une Canadienne anglaise avec qui il a 2 enfants et à cette époque, il tente de mener une vie rangée en Gaspésie. OK. Donc, il fait des vols nolisés, je parle des vols d'avion, Ouais. livre le courrier aux îles de la Madeleine. Quand tout à coup, le Québec connaît une infestation de chenilles qui menace l'écosystème au complet. On l'appelle la tordeuse du bourgeon d'Épinette. C'est à quelle année, ça? On est en... Mon Dieu, bonne question. À la fin des années 60, début 70. Ah, OK. Ouais. Donc, la tordeuse du bourgeon d'Épinette est une chenille qui menaçait littéralement les forêts québécoises à un tel niveau, ça allait vraiment raser toutes les forêts québécoises. Donc, le gouvernement donne des contrats pour l'épandage d'insecticides, mais en fou, là. En fou, là. Pour lutter contre ce fléau, parce que vraiment, sinon, c'est la fin des forêts québécoises. Ouais. C'est une chenille pas fine. Et à la fin, la chenille. Y a-t-il quelqu'un qui a ramené ça, genre, d'un autre pays, là? Puis qui a dit, je sais pas. Va, petite chenille, dans la forêt, vive ta vie. Puis là, genre, 5 ans plus tard, il n'y a plus de forêt. Ouais, je sais pas. Ou dans une cargaison. Ouais, c'est ça. Peut-être, qui sait. Peut-être. Donc, Raymond Boulanger va travailler à peu près 4 ans pour l'épandage de l'insecticide pour la compagnie Conifère. Oh! F-A-I-R. Tu comprends-tu? Conifère. Ah, c'est beau. C'est beau. Hein? C'est beau. Ça date pas d'aujourd'hui, les jeux de mots non. mauvais dans les compagnies. Exactement. Il y a de l'historique.
Oui, conifère. Mais il ressent l'appel de l'aventure, la vie rangée, ce n'est pas pour lui. Donc, c'est à ce moment que la carrière de mercenaire de Raymond Boulanger va commencer. Donc, à ce moment-là de l'histoire, les États-Unis sont en conflit avec le Nicaragua et le Nicaragua est en guerre civile. Mm-hmm. Washington a les mains liées parce qu'ils ont signé un accord international, mais ils veulent tout de même appuyer les contras. Donc, les contras, c'est ceux qui font la guerre, un de ceux qui font la guerre civile au Nicaragua. Donc, c'est les contras contre les socialistes, en fait. Et les États-Unis veulent pas appuyer les socialistes. Oh, surprise. Ils veulent appuyer les contras. Ils vont leur donner comme des armes là, à pu finir. Là. Et voilà. Puisque pour les États-Unis, le communisme représente une menace de tout instant, ils engagent des pilotes étrangers pour aller prêter main forte aux Contras sur le terrain. Donc, ces pilotes sont payés 20 000 US par mois, mais se retrouvent les deux pieds dans le conflit nicaraguayen en faisant des livraisons de matériel, des vols de reconnaissance en territoire étranger pour dire aux Contras où ils sont les méchants socialistes. Bref, ils aident beaucoup de façon détournée avec des pilotes étrangers. Donc, Raymond aide Washington, mais c'est complètement sous le radar. Il n'y a personne qui sait ça. Ça doit pas être su. Ouais, c'était des missions puis des contrats de la CIA puis tout ça. Là. Oui, exactement. Moi, j'ai vu des t'as l'air au courant. Documentaires, des affaires, T'es donc bien instruit. Ben là, les contrats, c'est le premier jeu que j'ai joué de ma vie, non, c'est pas c'est un vieux jeu Nintendo, ça s'appelait Contra. Ouais, ben c'est pas là-dessus, là, mais tu sais, le nom vient de là, même si le jeu n'est pas rapport. Ah oui, bon, c'est ça. Il y a les Contras. Moi, je pensais que ça se disait comme ça. Ben, c'est au pluriel, je suppose, Contras. Oui, mais c'est nicaraguayen. Contras. Écrivez-nous, dites-nous si on dit Contra ou Contras. Si vos grands-parents étaient dans les Contras. C'est lors de quelques jours de repos sur une base clandestine au Panama qu'il fera la rencontre de Pablo Escobar. Oh! Oui. Ah oui, c'est vrai. Ça a rapport aussi, je pense. Ça doit être là-dedans que j'ai vu ça un peu. Ah oui, parce que toi, tu t'es quand même renseigné sur la vie de Pablo. Ouais. OK. Qui est le célèbre patron du cartel des Medellín. C'est comme ça qu'on dit ça? Medellín. Ouais, Medellín. Ouais. Donc, à ce moment-là, Pablo Escobar est recherché par la planète entière. OK? Sa présence au Panama est top secrète. Lui et ses hommes payent très cher au gouvernement du Panama pour avoir le droit de se cacher là. Donc, on parle de plus d'1 million de dollars durant les 18 mois qui seront au Panama. Ouais. Fait que ça, c'est vers la fin de... Oui, c'est avant qu'ils se fassent pogner. Ouais. Donc, Raymond Boulanger dit qu'ils ont payé environ 1 million de dollars. Le cartel de Medellín finance aussi les Contras au Nicaragua. Et en échange que le Panama aide à l'importation de cocaïne aux États-Unis. Le pays comme tel? Oui. Wow. Oui, il y avait 2 pieds dedans. Je me rappelais pas de ça. Oui, donc le Panama aide à l'importation de cocaïne aux États-Unis. C'est une situation gagnant-gagnant. Écoute, il y a beaucoup de détails dans le livre, mais on dit que le gouvernement du Panama a dépensé durant son règne 18 fois sa fortune. Ah ouais? Oui, dans le sens qu'il recevait de l'argent qu'il était pas supposé recevoir. C'est pas des pays riches, hein? Fait non. que eux autres, tu sais, la ligne là, est mince là, entre... il y a beaucoup de corruption, de toute façon. Ben oui. Fait que c'est ça, je pense que... Pablo Escobar quittera bientôt le Panama pour le Nicaragua quand il sentira la soupe trop chaude. Et Raymond, quant à lui, lui maintenant, sa job, c'est de former des nouveaux pilotes pour des missions casse-cou, comme ravitailler les Contras directement au Nicaragua en laissant tomber le matériel par-dessus leur campement. Parce qu'à chaque fois qu'ils arrivent pour dropper du matériel aux Contras, ils sont pas sûrs si le campement sur lequel ils vont est encore contrôlé par les Contras ou si le camp ennemi a pris le dessus. Fait qu'ils arrêtent pas. Soit qu'ils droppent le matériel juste au-dessus, soit qu'ils atterrissent, ils roulent et ils redécollent. Puis il y a du monde juste en arrière. essayer de voir, genre... Il y a quelqu'un qui droppe le matériel, puis des fois, ils se font tirer dessus sans joke, là. Ils ramassent des balles, ils se font tirer dessus parce que les ennemis sont proches, puis eux, ils font « Oh! On n'est pas à bonne place » ou « Oh! » Fait que là, ils reprennent. Non, c'était casse-cou, là, ça n'a pas de sens.
Ah, puis c'est tellement des années aussi. Tu sais, des fois, je trouve des affaires comme Pablo Escobar, puis tout, ça devait être plus facile dans le temps, là, parce que, tu sais, il n'y avait pas toute la technologie. Ouais. Mais en même temps, c'est bien plus difficile aussi pour des guérillas comme ça, puis, tu sais, des contrats, puis tout. Parce que t'as rien, genre, tu sais, t'as pas de technologie, t'as pas... tu peux pas... t'as des radios, mais même là, ils sont pas capables de se communiquer entre eux autres pour savoir si le camp il est encore correct. Non, c'est ça. C'est Ben fou, oui, parce hein? que sur les radios, quand tu communiques, les autres t'entendent. Ouais, c'est ça, exact. Tu vas voir parce que il a fait un coup, je t'en dis pas trop, mais il a fait un coup, puis c'est ça le problème, c'est la communication. Ben, Faut que ça. tu puisses communiquer avec les autres. C'est pas tout le monde que les scientifiques, là, tu sais, des Allemands, là, pour faire des codes secrets puis des affaires non plus, là. Non. Fait que... Non, c'est toute une aventure. C'est ça, parfois les avions se font tirer dessus pendant qu'ils larguent le matériel. Il y a des écrasements aussi, même Raymond en est victime. Son appareil prend feu durant une mission. Il réussit à survivre en posant l'appareil, mais il y a beaucoup de gens qui meurent durant ces missions-là. Il est témoin de ça, puis même durant une des missions, il y a eu la perte de plusieurs vies. Les États-Unis ont perdu, je pense, c'est un avion qui avait un missionnaire avec des enfants là, qui sont fait tirer dessus par... c'était comme une erreur. Puis les États-Unis ont décidé de mettre fin à cette mission-là. Donc, Raymond Boulanger se fait... Ben là, il n'y a plus de job. Il s'était proposé un travail par les lieutenants des Medellín, le camp de Pablo Escobar, parce que le cartel se fait saisir beaucoup d'avions durant ses transports de marchandises, entre guillemets. Puis les avions sont remis à l'encan à Miami. Où est-ce que lui va les racheter? Quoi? Exactement. Fait qu'il dit, toi, vu que tu as une compagnie d'achat-revente, peux-tu, s'il te plaît, je vais te donner l'argent. Puis c'est drôle parce que Pablo Escobar, des fois, il fait comme « Ah, je l'aime tellement, cet avion-là, va me le racheter. » Fait que là, lui, il fait juste aller à Miami et racheter l'avion. C'est carré. Donc, c'est ça. Fait qu'il rachète les avions, puis il a le droit de les faire voler une fois. Fait qu'il les ramène. OK. Ouais, fait que c'est ça sa job. Il s'en va à Miami, il faut qu'il donne, je pense, c'est une grosse mise de fonds. Il prend l'avion, il le ramène. Il sait exactement quel avion qu'il veut. C'est l'avion de son boss. Ouais, c'est ça, il dit qu'il y a l'avion. Puis... That's it. Il va à Miami, il reprend l'avion. Donc, lors de la livraison d'un Commander 1000, un Commander 1000, qui est une sorte d'avion, la livraison est demandée directement sur l'un des ranchs de Pablo Escobar. Le ranch s'appelle Hacienda Napoles. Donc, Boulanger s'y rend. Et là, il y a des zèbres, des girafes. Ah, c'est là qu'il y a son fameux zoo, là? C'est là qu'il y a son fameux zoo. Les zèbres, les girafes. Les hippopotames. Oui, des jardins luxuriants et l'armée privée de Pablo Escobar, naturellement. Ben, la série sur Netflix, là, est fabuleuse. Là. Ouais, j'ai pas écouté, moi. Tu vois toutes ces affaires-là. Puis ils ont souvent aussi du footage là, de l'époque, là. Que lui, là, il filmait plein d'affaires. Là, fait que c'est super fascinant. Là. Ah ouais, ça a l'air trippant. Boulanger, donc, se la coulera douce 2 jours à ce ranch avec une vie de pacha. Il y a une aile qui est réservée à la famille de Pablo, puis personne n'a le droit de s'y rendre. Personne. Boulanger dira plus tard que Pablo Escobar fumait un petit joint de temps en temps, mais ne prenait jamais de cocaïne, dirigeant toutes ses opérations à partir de ce ranch. En fait, personne du cartel des Medellín a le droit de prendre de la cocaïne. C'est fait pour vendre. Ouais. Donc, Raymond Boulanger, c'était ça la règle. Il devait y avoir du monde qui... Mais je pense que, en tout cas, dans les documentaires puis dans les séries tout ça, ouais, effectivement, je pense que, en tout cas, Pablo en prenait pas. Non. Mais je sais qu'il fumait beaucoup de potes. Ah oui? Puis qu'il devenait paranoïaque aussi. Là. Ah ouais? Ouais. Fait que... c'est pareil il fumait que ça comme des cigarettes, là. Mm-hmm. Ah, il fumait ça. Ouais, tout le temps. Donc, Raymond Boulanger livrera plusieurs avions au chef du cartel de Medellín, puis il rencontrera Pablo une 30aine de fois. Ah, quand même. Oui. Un autre cartel qui est ennemi du cartel de Medellín. Oui. C'est qui, sais-tu? Faut que je m'en rappelle. Vite de même, je m'en souviens plus. Le cartel de Cali. Cali, ouais. Cali cartel. Qui est très actif dans la région de la Colombie. Donc, on est rendu en 83. Il y a une certaine harmonie entre les cartels à ce moment-là. Raymond visite le laboratoire de la Tranquilandia
qui est un énorme laboratoire qui est caché dans la jungle à l'est de la Colombie où travaillent 200 personnes à la production de plus de 20 000 kilos de cocaïne par mois. C'est fou, là. Il y a même une école pour les enfants des travailleurs. Wow. C'est vraiment un village. Une vraie usine où s'approvisionnent tous les cartels confondus. OK. Oui, donc il y a un ingénieux système de maisons et de végétation roulante qui permet de ne pas repérer les pistes d'atterrissage des airs. Ah ouais. Oui, donc quand l'avion doit atterrir ou décoller, chaque personne pogne, agrippe un arbre ou une maison, la fait rouler en dehors de la piste, l'avion soit atterrit, soit décolle, et après ça, ils remettent les petites cabanes, les palmiers, les poches de sable sur la piste et du haut des airs, on n'y voit que du feu. Il y a parce vraiment, qu'ils cherchaient ces affaires-là, mais là, t'arrives, tu fais comme, ah, OK, il y a des maisons là. C'est normal. Là. Je veux dire, dans la jungle, là-bas, tu te promènes puis il y a des villages. Des petits villages, oui. Je suis sûr qu'encore aujourd'hui, c'est encore comme ça. Là. Mais... c'est vraiment un système roulant. Ah ouais. Là, ils devaient spotter aussi qu'il y avait des places pour atterrir. Puis là, tu dis, ah, ben, il y a quelque chose à côté. Mais là, si tu spots, t'as rien. Là, c'est malade. Oui, oui. Puis il disait qu'il y avait des gens, c'était ça leur job. Avec un signal du haut des airs, mettons, il y avait un appel de phare, quelque chose. Chacun était responsable d'une seule chose, à bouger. Il y avait tellement d'argent. Oui, en dehors de la piste. Et là, l'avion, et là, on replaçait et ça paraissait pas du tout. Je suis sûr qu'il gagnait plus que quelqu'un qui travaillait à la belle province ici. Juste à être assis sur leur cul genre toute la journée. Au cas où, dès que la cloche sonne ici, il va bouger une poche de sable. That's it. Payer 1000 pesos par jour. Ah oui, c'était ça. Le laboratoire est démantelé le 10 mars 84 par la Drug Enforcement Administration en collaboration avec les autorités colombiennes. 1,2 milliard de cocaïne de kilos? De dollars. 1,2 milliard de dollars de cocaïne sera détruite. Et Pablo Escobar déclarera la guerre aux autorités colombiennes, guerre qui fera des milliers de morts. Ouais, ça c'est la partie moins le fun. Oui. On dirait que jusqu'à là, en tout cas c'est ce qui était décrit dans le livre, tout allait relativement bien. Ouais. Tout le monde faisait de l'argent. Il y a toujours des débats à dire, là, c'est sûr. La drogue qui importe, là, ça fait des ravages. Puis ça n'existait pas vraiment là, avant qu'eux autres se mettent à rentrer ça aux États-Unis puis partout dans le monde en quantité industrielle. Fait que ça fait des victimes indirectes. Tout à fait. Mais effectivement, il y avait comme une espèce d'âge d'or, là, ou je sais pas trop, là, de paix, là. Ouais, relative. Ouais, au début. Ouais. Caroline cherche le mot, c'est pas grave. De honeymoon, là, tu sais, au début, là, où il faisait plein d'argent, puis tout allait bien, puis là, il achetait les pays, puis il achetait la police, puis il n'y avait pas vraiment de violence, tu sais. Puis c'était tout beau, puis là, à un moment donné, c'est ça dégénère. Ça dégénère. Après le démantèlement du laboratoire La Tranquilandia, le cartel de Cali et le cartel de Medellín tombent en guerre. Ouais. Et là, Boulanger devra choisir son camp. Malgré le fait qu'il trouve Pablo Escobar super cool, il va choisir de travailler avec le cartel de Cali. C'est un bon choix, je pense. Ah oui? Ouais, ils ont duré plus longtemps. Oui, c'est ça. Ouais. Lui, pendant ce temps-là, il progressait. Puis les Medellín, il y avait vraiment... il y avait vraiment toute l'attention des autorités qui voulaient absolument le détruire. Pendant ce temps-là, c'était l'ennemi numéro 1. Exact. Pendant ce temps-là, le cartel de Cali avait quand même la paix dans ce temps-là. Donc, il est allé du côté des Cali. Donc, parce que le cartel de Medellín était fortement médiatisé, les autorités s'acharnent à le détruire. Donc, Cali, le cartel de Cali, quoique un gang super violent, est moins inquiété pour l'instant par les autorités. À ce moment-là, le gros problème du cartel de Cali, c'est qu'il perd trop d'avions dans des crashs. Donc, ils remplissent trop les avions de stupéfiants, les font piloter par des jeunes qui sortent de l'école. C'est de la chair à canon. Ben oui. Les jeunes se plantent. Puis les font atterrir sur des pistes mal aménagées. Donc, il y a beaucoup de morts et beaucoup de crashs d'avions. Honnêtement, je pense qu'ils n'aimaient pas ça perdre de la marchandise, non? Plus que de perdre des pilotes, dans le fond. Oh oui, non, c'est ça. Le cartel de Cali veut que ça cesse. C'est pour ça qu'ils embauchent Boulanger. Donc, Boulanger doit embaucher, entraîner les pilotes, aménager des pistes sécuritaires et invisibles des airs. Et ça,
ce qu'il a appris au laboratoire de la Tranquilanda Dia, c'est ce qu'il va mettre en œuvre pour que les pistes ne soient pas repérables des airs. Donc, il réplique le système de maison de végétation roulante. Donc, quand il veut atterrir, il envoie un signal et il y a 300 à 400 paysans qui déplacent un élément du décor. Et s'il fait nuit, ils allument des lanternes et qui tracent la piste parfaitement des airs. Donc, il peut atterrir en ne voyant absolument rien. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne. Chaque avion transporte de 500 à 1200 kilos de cocaïne et il y a entre 30 et 40 avions qui décollent chaque jour. Ouais. Ouais, non, c'est fou. Là. Donc, boulanger qui fait du transport est payé 1000 $ le kilo. Donc, un bon voyage, c'est 800 000 $. Ouais. Traite de même. Un voyage Fou, d'avion, hein? 800 000 $. Moi, j'en ferais un, j'arrêterais. Là. Ah oui, mais ça. Pas besoin de tant d'argent. Ben non, ça. that's it. 800 000. Raymond Boulanger trouve que ce n'est pas assez. Il demande aussi un pourcentage des recettes. Il a toujours dit qu'il faisait... Hey, il y a du culot, man. Ouais. Il a toujours dit qu'il faisait pas ça pour l'argent, là. Mais ça n'a pas de sens, l'argent qu'il a fait. Ah ouais. Ouais, c'est fou. Donc, il continue de racheter les avions pour le compte des Medellín pour Pablo Escobar, même s'il travaille pour les Cali. Ouais. Mais il se fait prendre à la frontière Canada-États-Unis avec la mise de départ d'un avion. Juste parce qu'il n'a pas déclaré qu'il y avait 65 000 piastres cash. Il s'est fait fouiller comme ça quand il traversait la frontière, puis il y avait 65 000 piastres cash. Puis il n'a pas déclaré. Donc, il est condamné à 18 mois de prison au Connecticut. Oh wow, OK, tu fais de la prison parce que tu n'as pas déclaré de l'argent. C'était le minimum. Je pensais que c'est parce qu'il voulait des taxes ou je sais pas trop. Non, le minimum, si tu n'as pas déclaré un montant plus haut que 10 000, je pense. Wow. C'était 18 mois. Il n'y avait rien à faire. Malade, ça. Ouais, c'est quelque chose, hein? Ouais, ça m'arrivera jamais, là. Mm-hmm. Mais c'est pas grave. C'est fou. C'est fou, hein? Je traînerai jamais 65 000 piastres dans mes poches. Non. Jamais. À sa sortie, il retourne rejoindre le cartel des Cali, mais on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. À ce stade-ci, le cartel des Medellín sont complètement terrassés par les autorités. Donc, les autorités sont maintenant en guerre contre les Cali. C'est le tour des Cali. Donc, c'est super dangereux de travailler avec le cartel des Cali parce que des avions sont systématiquement abattus. Puis il y a vraiment des erreurs là, qui arrivent. Ouais, il y a vraiment des erreurs qui arrivent, des erreurs sur la personne et des avions de civils, malheureusement, qui sont abattus. Donc, à ce stade-ci, Raymond Boulanger va donc déménager en Europe et au Moyen-Orient pour continuer ses aventures. Il fait comme « I'm done with this shit ». Ah ouais. Fait qu'il s'en va en Europe et en Moyen-Orient. Je sais pas s'il s'est poussé très loin pour pas se faire retrouver non plus, là. Non, parce qu'il va revenir. OK. Parce que les cartels, ils ont du monde ailleurs aussi. Exactement. Si tu te fait donner une job puis plein d'argent, puis là, ils arrêtent du jour au lendemain, je sais pas, c'est comme la mafia, là. Tu dois pas sortir de là aussi facilement que tu veux. Là. Il y avait quand même une espèce de rôle d'instructeur. On dirait qu'il était comme un peu intouchable. C'est vraiment particulier. C'était un sous-traitant. On dirait, T'étais pas dans le cartel, c'était juste un contracteur. C'était comme un partenaire, tu sais, avec ses entreprises de vente et de rachat d'avions. C'était comme un third party, tu sais. Ouais. Fait que, on dirait qu'il était comme intouchable. Donc, à ce moment-là, il possède toujours ses entreprises d'achat et de vente de pièces d'avion. Puis, c'est là-dessus qu'il va se concentrer. Puisque travailler avec les cartels, en ce moment, c'est très dangereux. Mm-hmm. Son entreprise s'appelle Latitude 52. Depuis la fin des années 70. OK, ça a toujours été le même nom. Puis là, on est en 89. Et c'est par un contact en prison que Boulanger va rencontrer des représentants de l'Iran. Et l'Iran, en raison de l'embargo américain, ils ont de la difficulté à avoir des pièces d'avion. OK. Fait que Raymond, il dit, mais mon Dieu, moi, je peux t'arranger ça. Je suis Canadien. Je suis Canadien, puis j'ai une entreprise de pièces et d'achat d'avions. Donc, grâce à un stratagème qui passe par la Belgique, en fait, c'est lui qui commande les pièces, il les envoie à la Belgique l'envoie à l'Iran. Ça permet à l'Iran de contourner les embargos, l'embargo américain. Il va faire la même chose pour la Libye.
Okay. Donc, lui, c'est sa job. Il reçoit des listes et des listes de pièces d'avion et il contourne les embargos. Tous les ennemis dans les années 80. Ouais. si tu suis genre les films américains, grosso modo, tu peux voir l'évolution des mauvais, là, des méchants. Des méchants. Fait que tu sais, t'avais justement genre les Allemands. Oui. Après ça, t'avais les Russes. Oui. Après ça, t'avais les Irak, Iran, Libye, tous ces pays-là, là, Moyen-Orient. Plus tard, ça, t'as eu les Asiatiques, parce qu'il y a eu la guerre du Vietnam, donc t'as eu les Japonais. C'est ça. T'as eu un certain moment où est-ce que c'était comme les personnes racisées asiatiques, là, les méchants dans les films. Là. Ouais, tu peux suivre, là. Malheureusement. Fou. Oui, l'évolution des méchants, ce que les Américains considèrent comme l'ennemi. C'est ça, les guerres de l'époque où les embargos justement, puis les affaires comme ça, là, c'est tous des pays où que, là, ça allait pas bien, où il y avait des guerres. Oui, exactement. En 92, Raymond reçoit l'appel d'un ami qui lui annonce qu'une grosse collaboration se dessine entre la mafia italienne de Montréal et le cartel de Cali. Okay. Pour importer une quantité monstre de cocaïne à Montréal. Toutes les dernières importations ont échoué. Puis là, ils ont besoin de Raymond Boulanger pour bien planifier leurs coûts. Pendant une rencontre, parce qu'ils rencontrent la mafia italienne. Donc, pendant une rencontre, la mafia italienne explique qu'elle souhaite faire un vol direct de la Colombie vers le Québec. One shot. Mais en passant par l'Arctique. Raymond Boulanger trouve que c'est de la folie. Il y a une bien meilleure idée. Passer par le village de Casey, qui est un tout petit village de 20 habitants. Ça te donne une idée. Et à Casey, il y a des pistes d'atterrissage peu fréquentées. Il connaît Casey parce que durant son combat contre la tordeuse du bourgeon d'Épinette, la méchante chenille, il passait par Casey. Donc, ils connaissent ce village. Pas un village, ils sont 20, en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais il y a un magasin général, c'est très drôle, là. Fait qu'ils sont 20, parce qu'il y a des pistes d'atterrissage, donc. OK. Mais oui, il connaît le village de Casey. Fait qu'il dit non, je vais te le faire, ton vol, mais on passera pas par l'Atlantique. L'Antarctique. Oui, par l'Arctique. Qu'est-ce que j'ai dit? L'Arctique. Il voulait vraiment passer par l'Arctique. OK. Par le pôle Nord. Par en haut. OK. Ouais. Il veut passer, il dit on va passer par Casey. Il indique à ses partenaires où l'attendre exactement sur la piste. Donc, il se rend à Casey. Il dit, moi, quand j'arrive à Casey, tu m'attends ici. Je vais te dropper la marchandise. Je veux un camion-citerne rempli d'essence parce qu'il faut que je revire de bord. Et je vais faire le plein. Je fais le plein et je m'en vais. Le plan se concrétise tranquillement. Puis, ils conviennent de faire un test avec un petit chargement pour voir si ça marche. Ouais. OK? Et là, il y a des pots de vin de centaines de milliers de dollars qui sont versés à tout le monde. Là. L'aéroport de Colombie pour que les radars restent fermés quand l'avion va décoller. Les responsables des hangars de l'aéroport. Les contrôleurs aériens. Tout le monde reçoit sa cote. C'est une grosse logistique. Ouais. Le pilote et le copilote sont littéralement prisonniers de la cabine de pilotage parce que l'arrière de l'avion va être rempli avec des ballots, des ballots de cocaïne. Ouais. Donc, le seul moyen de sortir de la cabine en cas d'urgence est de défoncer la vitre à coups de hache. Okay. Et de sortir de l'avion par l'avant. Ouais, c'est ça. Parce que tu ne peux pas sortir par ta porte. OK. Il reste seulement de la place pour un employé qui, tiens-toi bien, remplit les réservoirs d'essence en plein vol en siphonnant de l'essence des barils. Fait que l'avion, c'est une bombe. Elle a plein de barils d'essence et il y a quelqu'un qui doit siphonner de l'essence des barils pour remplir les réservoirs en plein vol. Parce que ça se fait pas un énorme avion directement Colombie, Québec, de Grand Nord. Ça se fait, mais pas un petit avion. Là. Ben, c'est probablement que tu peux prendre un gros 747. Il doit y avoir assez de pétrole là-dedans pour faire le voyage. Il y en a pas assez parce qu'en plus, il est plein. Fait qu'il brûle trop de gaz. OK. Oui.
Il brûle trop de gaz. Il est trop lourd. Wow. Donc, vu qu'il est trop lourd, il brûle trop d'essence. Le premier test avorte parce que l'homme qui était supposé siphonner l'essence durant le vol panique. Il dit c'est un vieux monsieur. Puis quand il a vu qu'il s'en allait au Québec, ils ont comme pas averti qu'il s'en allait au Québec. Ah ouais. Il a dit... Il a refusé de faire le travail. Il a dit genre « Ah non, je peux pas faire ça. » Puis il a refusé de siphonner l'essence. Donc, Boulanger doit se poser en catastrophe en République dominicaine la nuit. Il est tellement enragé que quand il se pose, il se retourne pour péter la gueule au vieux monsieur qui voulait pas siphonner l'essence parce qu'il vient de risquer sa vie et sa liberté parce qu'il y a de la drogue dans son avion. Mais là, c'est un vol de test ou... Test, mais il y avait une petite quantité. OK. Ouais. Tant qu'à faire un voyage. Tant qu'à faire un voyage. Puis donc, c'est ça. Puis ils ont embarqué le vieux monsieur qui voulait pas siphonner l'essence avant qu'il ait pu y péter la gueule parce qu'il s'en allait y péter la gueule. Donc, on planifie un second test pour les jours à venir et tout le monde reçoit à nouveau son pot de vin parce que c'est pas de leur faute si ça l'a avorté la première fois. On recommence. Donc, on a un nouveau siphonneux, un jeune, super motivé, et l'avion qui décolle habituellement avec un maximum de 12 500 livres, il est à 18 000 livres. Wow! Oui, elle tient le coup. L'opération est un succès total. Il y a personne qui l'a repéré. Okay. Il atterrit à Casey. Il y a quelqu'un sur le X à terre. Tout est beau. Donc, le gros coup, c'est 4000 kilos. Wow. Un plus gros avion est acquis. C'est un Convair 580 qui consomme 2000 litres d'essence à l'heure et qui a une autonomie de 6 heures. Encore une fois, il y a de l'essence qui va être ajoutée en plein vol, puis un camion-citerne qui va l'attendre à Casey pour que l'avion puisse repartir tout de suite. Donc, il y a 45 barils de 45 gallons à l'intérieur de l'avion. C'est une bombe. Là. C'est fou, littéralement une bombe, ouais. Le vol est super bien planifié. Mais il y a beaucoup de chasseurs dans les airs, fait que le coût est sans cesse reporté. Au mois de novembre, en mois de novembre 92, Raymond se choque puis dit là, c'est trop tard dans la saison, si on y va pas maintenant, on y va pas, puis ils font comme OK, c'est beau. Fait que le 17 novembre, vers 22h30, il y a 3 Colombiens et Raymond Boulanger qui décollent de la Colombie pour le plus gros coup de sa carrière. Ouais. Dès le départ, il entend une communication qui lui dit « Tieni cola ». Ça signifie « tu as une queue ». Et ça veut dire qu'il a été repéré par 2 avions américains. Il vole pendant plusieurs heures, puis pendant ce temps, ses patrons lui confirment par radio que tout est en place à Casey, mais lui, il y a des gens qui assez troussent. Donc, Raymond doit se débarrasser de ses poursuivants. Il faut il doit traverser une tempête aux Bermudes. En tout cas, il n'est pas chanceux. Quand il arrive au-dessus du Canada, les 2 avions doivent cesser leur poursuite parce qu'ils ne sont pas autorisés à voler au-dessus du Canada. C'est des avions américains. Ils passent le flambeau par radio à 2 F-18 canadiens. Ouais. Là, tu as des F-18 canadiens qui sont à tes trousses. Les 2 F-18 ont tellement augmenté leur vitesse pour les intercepter que Raymond, lui, qui est un pilote d'avion d'expérience, ils se disent, écoute, ils doivent tellement avoir clenché pour me rejoindre. Ils n'auront plus de gaz. Ils n'auront plus de gaz. Fait que ce qu'il fait, c'est que... Ah oui, puis surtout qu'eux autres, ils n'ont personne là, qui siphonne du carburant. Ouais, non, c'est des monoplaces. Ouais. Lui, il y a quelqu'un qui... Ils sont encore plus serrés qu'avec leur kilo de cocaïne. Ouais, exact. Il y en a un des 2 qui abandonne. Fait que là, il se dit « Hey, c'est sûr que l'autre est sur le bord de manquer de gaz. » Le deuxième F-18 s'approche super près du Convair de Raymond. Il se met à tourner autour de l'avion puis il fait tanguer ses ailes, ce qui est une demande d'atterrir. Raymond voit le pilote dans le cockpit qui fait un pouce en bas, qui lui demande de se poser. Raymond lui dit « Bye bye » et il diminue son altitude pour que la densité de l'air soit plus grande. Comme ça, le F-18 va brûler plus de carburant. Et ce qui devait arriver arrive. Il est reparti. Il est reparti parce qu'il n'y avait plus de gaz. Ouais, lui, il faut qu'il retourne à sa base là, avant de se crasher. Exactement. En plus, tu veux pas crasher ça, là, ça coûte genre 35 millions, je sais pas, 350 millions de dollars chaque avion. Eh oui. Fait que Raymond prend soin de contourner les États-Unis pour pas jouer avec le feu.
Fait qu'il contourne vraiment tous les États-Unis. Puis il arrive à Casey, mais avec 2 heures de retour après 10 heures de vol en continu. Comme l'autre, il a siphonné pas mal plus qu'il pensait. Oui, il était à bout. Il restait une demi-heure d'essence. Wow! Oui, c'est ça qu'il disait. Et il y avait une autonomie de 6 heures. OK. Théoriquement, mais là, ils ont mis un petit peu d'essence. Ben là, si t'as des barils en plus, c'est ça, c'est que tu peux remplir. Oui, je là. remplis, exactement. Mais il brûlait du gaz parce qu'il était lourd, là. Ben oui. Ouais. Et puis ton moteur, faut pas que tout lâche non plus, là. Tu sais, c'est des avions, t'es super lourd, ça doit faire du stress sur les ailes. Ton moteur, tu sais, si c'est 6 heures d'autonomie, c'est parce que peut-être que ton moteur, après 8 heures, il commence à trop chauffer aussi, je sais pas, c'est fou, là. Ah non, c'est sketchy, là. Ouais. Il y a plein de moments dans le livre où est-ce que il y avait plus de train d'atterrissage, il savait comment faire. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a comme balancé je sais pas quoi, puis il a réussi à atterrir pareil. Il y a vraiment, là, c'est comme un artisan de l'avion, là. Il y a jamais rien qui l'énerve, là. C'est capoté, là. À côté de ça, Commanda Piché, là, rien là. Non, je taquine. Commanda Piché, il y avait des gens dans son avion. Raymond Boulanger se pose à Casey, mais à son arrivée, il n'y a pas de comité d'accueil. Ah non. Il y a 2 heures de retard. Ah, fait qu'il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il y a des traces dans la neige. Il y avait un camion Stern. Il y avait du monde. Ils sont partis. Donc, René Vandal, qui travaille pour une compagnie forestière à Casey, voit le Convair se poser. Il est comme, what the heck? C'est vraiment un super gros avion. Fait qu'il est rejoint sur la piste. Puis il s'en va les voir. Puis il propose aux quatre hommes, 3 Colombiens, un Québécois, de les conduire au magasin général à 8 km de là. Raymond, il dit, il faudrait que je téléphone. Il fait, pas trop, m'embarque. Donc, il s'en va au magasin général. Il essaie d'appeler les Italiens à Montréal. Ouais. La mafia. Ils répondent pas. Ensuite, il essaie d'appeler un avion taxi. De toute façon, les autorités du Québec ont déjà eu vent de la filature dans les airs. Parce que les F-18, ils ont stoulé, là. Ils vont chercher t'as atterri où? Là? Exactement. Ils cherchent comme des fous, il est atterri où? Les autorités finissent par avoir l'information qu'il y a un avion qui a atterri à Casey. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, ben oui, il est atterri ici. » Donc, il se rue à Casey. T'arrives pas de même à Casey. Ça doit pas. Puis tu sais pas dans quel état tu vas te faire accueillir aussi. Ouais. Donc, il y a le sergent René Rivard qui arrête finalement Raymond Boulanger et plus tard, les 3 pauvres Colombiens qui se sont sauvés dans le bois parce qu'ils étaient bien trop... Ils devaient trouver ça frette. Exactement. Ils étaient congelés. Ils étaient littéralement en train de mourir de froid. Ah ouais. Il a fallu que Raymond les chicane en espagnol en disant « Vous allez mourir, vous êtes bien calmes, venez-vous-en! » Puis là, finalement, ils les ont trouvés. Il y en a même un, je pense, qui s'est fait amputer un pied, là, tellement qu'il était comme moi, qui était sur le bord de mourir. Si seulement il savait comment que les policiers ici sont gentils. Exactement. Il se serait pas sauvé. Il va être mieux traité en prison au Québec. Genre, exact. Oui, c'est ça. Donc, les 4 hommes sont amenés à Trois-Rivières pour être interrogés et leur parution aura lieu à La Tuque. Lorsque Boulanger franchira les portes du palais de justice, il adressera un clin d'œil à la meute de journalistes qui est venue le voir. Ce clin d'œil un peu arrogant et vraiment badass l'a rendu très célèbre. Ouais. Si tu cherches la photo de Raymond Boulanger, tu vas le voir faire un clin d'œil. Ah ouais. Lui, aujourd'hui, il dit que c'était même pas volontaire. Il y avait quelque chose dans l'œil. Non, mais qu'avec toutes les flashs, il a comme fermé un œil, puis... Mais non, sur la photo, là... Il fait vraiment un clin d'œil. Des clins d'œil et ça rend tout le monde célèbre. Tu sais, genre Patrick Roy. Exactement, oui. Tu sais, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait ça, c'est tout le temps... Ça fonctionne. C'est sûr que si t'en fais un pour rien, ça marche pas. C'est un peu arrogant. C'est comme ça que tu m'as cruisé, je pense. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Tu m'as fait un clin d'œil. Mais après avoir livré mes 4000 kilos de cocaïne. Oui. J'ai fait un sourire avec un... Exact. Ça m'a chamboulé. Les hommes plaident non coupables aux 6 chefs d'accusation. C'est officiellement la plus grosse importation de cocaïne de l'histoire du Canada. Ouais. On parle de 4323 kilos de cocaïne évaluée à... Aucune idée. 2,7 milliards. Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est d'un milliard, c'est certain. Là. Boulanger a fini par demander à son avocat de conclure un deal parce que c'est un crime non violent, puis il pensait écoper de 15 ans.
puis de sortir au bout de 7 ans, mais il écopera de 23 ans de prison comme une peine exemplaire avec un minimum de 10 ans à purger. Ouais. À ce stade-ci, Boulanger est en maudit après la mafia qui ne les supporte pas financièrement pour les frais de justice. La mafia, en fait, a peur qu'ils deviennent délateurs. Ouais. Fait qu'elle ne le supporte pas. Donc, c'est le contraire, me semble. Tu devrais le supporter si tu veux pas qu'il vienne délateur. Ouais, ben là, supposément qu'ils avaient bien peur qu'il parle, fait qu'ils s'en sont distancés. Ouais. En prison, Raymond fait de la peinture. Il a vendu plein de peintures. Ah ouais? Ouais. Il s'occupe de la bibliothèque. Il apprend le français à ses camarades colombiens parce qu'ils passent. Ah, les autres sont restés là. Ils n'ont pas été déportés, rien. Ils n'ont pas été extradés. Non, 0 sont restés à purger ici, ouais. Fait qu'il leur apprend le français, il s'occupe de la cuisine. C'est drôle, il y a toutes sortes d'anecdotes là, dans le roman. Il y a un gros colosse de la mafia italienne qui demandait toujours à Raymond de lui commander des livres d'Arlequin à la bibliothèque. Lui, ça le faisait triper les histoires romantiques. Ouais. Puis là, il disait, dis-le pas à personne, mais tu sais, il y a un nouveau qui est sorti, là, peux-tu me le commander? Puis là, il dit, le gars, là, il pesait comme 400 livres, là, c'était une armoire à glace. Puis j'y commandais des livres avec des messieurs musclés puis des longs cheveux, puis il tripait sa vie, genre. Bien qu'il devait purger un minimum de 10 ans pour être admissible à une libération conditionnelle, une mesure permet pour un premier délit au fédéral de sortir au 6e de sa peine. Okay. C'est une mesure qui a été abolie par le gouvernement Harper, mais dans ce temps-là, ça existait. Ah, sacré Harper. Oh là là. En 98, Boulanger est transféré dans une maison de transition. Il se sauve, il modifie son apparence, commande des faux papiers, puis reprend sa vie avec les cartels colombiens. Mm-hmm. Béding, bédagne. Why not? Mais cette fois-ci avec le cartel de Medellín, donc logistique des vols, achats et Il est revenu avec Medellín? Oui, il est revenu avec Medellín cette fois-là. Exactement comme avant. Je savais même pas que ça avait reparti. Oui. Ouais. À ce stade-ci, oui. Donc, c'était plus ce que c'était. Mais non, il y avait encore... c'est plus Pablo, là. Oui, ben c'est les cartels. Je pense qu'ils faisaient encore de l'achat et de la vente d'avions, fait que, tu sais. OK. Écoute, plein d'aventures, une spectaculaire prise d'otage aussi. Bref, il a été rattrapé par la justice et renvoyé au Canada après une cavale de 20 mois. Il retourne en prison 1 an. Dès qu'il peut, il se sauve encore. À ce stade-ci, il va se cacher dans une cache dans les Laurentides avec sa nouvelle blonde, qui est colombienne, qu'il a rencontrée là-bas. Oui. Oui. Donc... voilà, donc il se promène dans les festivals, donc il reprend ses affaires criminelles, il déménage au Mexique avec sa conjointe. Il y a, écoute, une cavale et un jour, il revient à Montréal, veut envoyer de l'argent, il se trompe, il remet son faux permis de conduire chez Western Union. Ah non. Oui, et con comme ça, il se fait retourner derrière les barreaux. Sa seconde cavale aura duré 13 mois. Wow. Donc, après 2 évasions, ses chances d'obtenir une libération conditionnelle sont nulles. Donc, il devra vraiment purger sa peine au complet. Donc, il va faire cette fois-là, il fait son incarcération au complet. Donc, il va avoir passé en tout et partout 16 ans en prison. Donc, il devait être plein de cash en plus rendu là. Écoute. C'était ma conclusion. Raymond Boulanger coule des jours tranquilles depuis sa sortie. Il a fortement collaboré à l'histoire du livre que je vais vous dire tantôt. On n'est pas certain de ses avoirs à l'étranger, mais on soupçonne qu'il y en a beaucoup de cachés. Si en plus il est parti une couple d'années en Europe. Ouais. T'es pas loin genre de la Suisse. Même quand il a atterri à Casey, il a pris tout l'argent qu'il avait sur lui, puis est allé l'enterrer dans le bois. Et à ce jour, il est encore là. Ah ouais? Oui. Parce qu'il savait qu'il allait se faire pogner. Ben, c'est ça. Il y a des propriétés. Il y a son condo au Mexique qu'il habitait avec sa conjointe, c'est un cadeau pour service rendu. OK. Donc, c'est à lui. C'est comme ça qu'il a été payé. Ça doit être... quand tu dis condo, ça doit être une... Ou une propriété. C'est pas un 4,5, là? Non. Non. Il y a des propriétés partout. Ouais. C'est ça. Il y a encore des entrepôts, des compagnies. Il n'est pas tout nu dans la rue. Des fois, il se plaint là, en disant qu'il y a juste sa pension de vieillesse, mais on soupçonne fortement... Officiellement. Officiellement, on soupçonne fortement qu'il y a plus que ça.
Sûrement. Oui. Ben oui, il a l'air débrouillard, là. Je suis sûr qu'il Hey. passe sur le pouce puis il finit dans un hôtel 5 étoiles. Là. Ben là, il y a un livre. OK, attends. Ouais, en plus. Il y a un livre. Ça s'appelle Raymond Boulanger, le pilote mercenaire, les éditions La Presse de 2013. Et il y a une série documentaire qui a été faite en 2020. Ah oui? Oui, sur Crave, qui s'appelle Le dernier vol de Raymond Boulanger. Je n'ai pas pu l'écouter, je ne suis pas abonné à Crave. Ça s'appelle Le dernier vol de Raymond Boulanger, le pilote des cartels, qui a été produit en 2020. Donc, OK. je veux dire, puis il participe à ça aussi, là. Ouais, c'est ça. Je veux dire, c'est quand même des redevances, là. Ouais. Fait que, non, je soupçonne qu'il est pas pauvre. Non. Mais c'est ça, c'était sa vie. Écoute, on a-tu une vie plate? C'est fou, hein? Que j'adore faire le podcast avec toi. Mais là, j'ai pas des sensations fortes tant que ça. Là. Ben moi, c'est tout prêt. Ouais. Le podcast avec toi, c'est presque un vol rempli de ballots de cocaïne en Colombie en me faisant tirer dessus par les contrats. C'est vraiment, c'est très, très près de ce que je vis. Écoute, hein? Oui, on est rendu là. Ça prend de tout pour faire un monde. Ben merci de m'avoir écouté. Ben merci d'avoir fait un cas aussi complet. Merci. Moi, j'adore ça, ces affaires-là, en plus. Là. C'est le fun, hein? Ouais. On apprend plein de choses. Ouais. Ça n'a pas de sens. Voir que tu peux mettre de l'essence dans un avion qui vole. Ah, je sais. Le monde sont c'est ça. Ils ont de l'imagination. Mais c'est ça qui me fait capoter. Si ce gars-là avait fait de la business légale. Ah, ben c'est tout le temps de même. Ouais, c'est ça. Ben, peut-être pas non plus. Là. Peut-être que ça n'aurait pas marché parce que... Mais c'est un génie. Ben, c'est un génie. Dans son domaine. Ouais, dans son domaine, ouais. Je vais finir mon drink, j'ai même pas le temps de le boire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous invite à nous suivre sur les médias sociaux. Merci infiniment. J'ai vraiment aimé ça, faire cet épisode-là avec toi. Moi aussi. Ça va être à mon tour la prochaine fois. Oui, la prochaine fois. J'ai des champions, là. Oh mon Dieu, j'étais crampée. Je l'écrivais, puis j'ai hâte de te compter ça. Mais moi, j'ai pas un cas aussi fascinant. Arrête. Ça va être comique. Arrête de dévaloriser comme ça. Tes cas sont extraordinaires. Ah, j'en ai eu des meilleurs. Ça dépend des thèmes, là. Mais non, ça va être comique, t'as dit? Oh, ça va être bon. Super. Bon, ben génial. On vous laisse avec le mot de la fin. Ouais, si vous faites le mal. Faites-le bien. Au revoir. Au revoir.